Chapitre 2. Le business indien. Deuxième partie. La porte de l'Inde. L'Indien a pris ma valise. Il m'accompagne jusqu'à l'entrée de l'hôtel et me demande 540 roupies, ce qui doit faire environ 6 euros. Je l'ai à peine payé, il a déjà disparu. Je lève les yeux devant moi. L'hôtel est un immeuble composé de 6 étages, sans caractère, dans une rue remplie d'arbres. Il est accolé à un joli bâtiment bleu et blanc. De l'autre côté se trouve un autre édifice. Il est brun et jaune, très oriental. Les deux ont un style classique et bien plus ancien que celui de l'hôtel que j'ai réservé sur Internet. J'ai visé au milieu. Hôtel basique, prix moyen et proche de la station des taxis. À cet instant précis, j'ai envie de poser ma valise. Je ne tarde pas. J'entre dans le hall d'accueil. À l'intérieur, il fait frais, tout est calme. Tout se déroule très bien et rapidement. Le réceptionniste a réuni une clé, un mot de passe Wi-Fi, ainsi qu'une petite carte du quartier avec des ronds noirs sur différents lieux. Il me dit avec un grand sourire « Chambre 48, 4e étage, au fond du couloir, sur votre gauche. Welcome, sir. » Je prends l'ascenseur. Lui aussi, il est basique, comme l'immeuble. Il a des portes en inox qui se ferment automatiquement. Je n'entends aucun bruit douteux. Cela me semble très bien. Je traverse le corridor et j'arrive dans la chambre 48, celle du fond. Elle est simple, similaire à tout le reste, mais tout de même bien humide. On y trouve un lit étroit. Il est fait d'un cadre en bois. Il est installé sur la gauche, dans l'angle près de la fenêtre. Il a une fine couverture dessus. Elle doit gratter pendant la nuit. Heureusement, le matelas est garni d'un drap blanc juste en dessous. À côté, 3 télécommandes reposent sur la table de chevet à 2 tiroirs. 2 télécommandes pour la télévision et une pour la climatisation. Un bureau avec une chaise en bois occupe aussi la pièce. Il se trouve contre le mur en face du lit. Au-dessus, un cadre sous plexiglas présente tout le règlement de l'hôtel. Sur la droite, une petite porte donne sur la salle de bain. Elle est très rustique. Un lavabo et un miroir sans rien d'autre. C'est totalement vide. La douche est plantée dans le mur. Toutes les parois sont faites d'un carrelage blanc cassé qui tire légèrement sur un bleu grisâtre. La douche n'a pas de rideau et le savon manque aussi. Juste une plaque antidérapante en plastique sur le sol et 2 récipients à côté des toilettes. Un grand seau et une tasse. Je regarde tout ça sans bouger. Je repense à cet article que j'ai lu sur Internet avant de boucler ma valise à propos de l'histoire de la main gauche et des toilettes indiennes. Le blogueur laissait entendre plusieurs choses dans son article. Tout d'abord, que cela demande souvent de sérieuses compétences. Il faut commencer par enlever complètement son pantalon et l'accrocher sur son épaule, loin des fesses. Il faut veiller, surtout, à ce qu'il ne touche jamais le sol. Ensuite, prendre le petit récipient et le remplir d'eau avec le grand, sans les mélanger. Bon, seulement une fois son affaire terminée, avec sa main gauche, n'est-ce pas, il faut retirer le dernier morceau avec son doigt. Ah oui, et tout ce yoga doit être fait en position assise, ce qui veut dire à moitié debout. C'est-à-dire qu'il faut soulever ses fesses le plus loin possible des toilettes et supporter tout son poids uniquement avec ses pieds. Ensuite, avec l'eau du petit récipient, toujours avec sa main gauche, bien se nettoyer la fissure du cul. Et pour terminer, se laver les mains avec soin. Et voilà, c'est fait. Le blogueur avait également laissé une remarque finale, que si l'on ressent encore ses fesses merdiques, même après tout ça, il fallait tout simplement retourner au nettoyage. Je repense évidemment instantanément à mon parrain. Il avait bien insisté. La seule chose là-bas dont tu as toujours besoin avec toi, c'est du PQ. Si t'en as pas, c'est vraiment la merde. Je prends ma valise et je la lance sur le porte-bagages qui se trouve à côté de l'armoire. J'enlève mes chaussures en les retirant l'une avec l'autre sans les délacer et je me jette sur le lit. Couché sur le dos, je fixe le plafond. Je respire profondément. Voilà, je suis arrivé. J'ai accompli la première étape. Il est 15h30, heure locale, et je suis en Inde.
J'y suis. Je contemple toujours le plafond depuis quelques minutes. Je ne pense plus à rien. J'observe une craquelure là-haut dans le crépi. Une ligne noire incrustée. On la voit bien. Elle n'est pas très grande. Elle doit faire moins de 30 centimètres. Elle a une forme étrange. C'est un dessin comme un Y, mais tourné à 90 degrés. Je la fixe toujours sans réfléchir. On dirait un crocodile. Mais oui, c'est un crocodile. Avec le point noir près de la bouche, juste un peu plus haut, on dirait son œil. Cela ressemble vraiment à un crocodile. Il a une grande gueule ouverte et avec son œil noir, on dirait qu'il me regarde. Je rigole tout seul. Il ne faut pas qu'il me tombe dessus, il va me bouffer. J'entends soudain mon parrain qui débarque dans ma tête. Je bondis de mon lit et je me retrouve à regarder par la fenêtre. Mon parrain, toujours là, me dit avec sa grosse voix. « Allez, arrête, il n'y a pas de crocodile ici. Il y en a peut-être en Inde, mais en tout cas pas là où tu es, dans ton lit. Et tu n'es pas venu ici pour rêver. La rêverie, c'est un syndrome de protection. Nom de Dieu, t'as peur de quoi? Vas-y, bouge, va voir le monde. » Avant même d'avoir pleinement repris mes esprits, me voilà déjà dehors, les chaussures aux pieds. Il me reste encore un peu de temps, pas beaucoup, mais c'est vrai, j'en ai. Il faut que je bouge. Et je dois partir demain à 14h en taxi pour Pune. Alors bon, allons voir le plus de choses possibles par ici. Et cela me permettra sûrement de mieux me préparer pour ce mandat. Devant l'hôtel, je décide de prendre à droite. J'ai entendu parler d'un grand palace qui donne sur la mer avec un monument juste à côté. Je veux aller voir ça. Je me mets en marche, direction Petit Bonheur la Chance. Cela me donnera l'occasion de sentir davantage l'ambiance culturelle du pays. Tout ça pour essayer de me faire une idée, même si je sais bien qu'elle sera, comme toujours, totalement subjective. Je suis complètement fasciné par ce que je découvre autour de moi. Mais quel décor! C'est absolument fantastique. L'atmosphère de la rue, le style des maisons qui m'entourent. Je ne sais pas ce qu'il y a, ça doit être un tout. Tout vibre et rayonne d'une étrange énergie. C'est totalement nouveau. Je suis dans un film ou dans une bande dessinée, mais du siècle passé. Devant moi, j'ai un immense arbre. Il doit avoir plus de 100 ans. Il a poussé dans un vieux socle craquelé en béton. Celui-ci ressort de la route comme un volcan. Son gros tronc est composé de 1000 tiges entrelacées qui montent jusqu'au ciel. Plus haut, à 10 mètres apparaissent d'énormes branches très épaisses. Elles partent au-dessus de la rue vers les maisons. De grandes lianes sèches s'y mêlent aussi. Elles sont accrochées tout en haut et elles retombent. Elles flottent et se balancent doucement dans les airs. En bas, contre le mur du socle, parmi les racines, un homme d'une quarantaine d'années est couché. Il dort. Il est en débardeur blanc, comme s'il venait de sortir de chez lui pour aller faire une sieste, juste là, dehors, la tête sur le béton. Je continue. Je me trouve maintenant à droite de l'hôtel. Une ancienne maison coloniale se dresse là. Elle est vraiment très belle. Je poursuis jusqu'au bout de la rue. J'arrive sur un grand rond-point avec plein de voitures, des vélos et toutes sortes de véhicules. À gauche, mais bien plus loin, derrière une rangée de gros arbres, il me semble deviner un musée. Je fais un lien avec une information parcourue en vitesse sur le plan reçu à la réception. Plus à l'écart, c'est complètement dingue. En face, dans la rue qui part à droite, un vieil hôtel abandonné se dresse encore, rongé par le temps. Il a de nombreuses petites fenêtres en bois en forme de pic. Tout est sculpté. On dirait des jalis islamiques. Mais ce n'est pas de la pierre. Cela doit être taillé dans du bois. Beaucoup d'entre elles sont cassées. Une partie du bâtiment s'est même effondrée. Le plus surnaturel, je crois, c'est l'arbre au milieu. Il a poussé sur le balcon en pierre. Il est devenu tellement grand. Ses longues racines sont descendues jusque dans le sol, à côté des marches de la porte principale. Elles sont, elles aussi, recouvertes de végétation. J'adore. Quel mystère! Je veux franchir le passage piéton pour aller voir d'un peu plus près. Je suis immédiatement rappelé à l'ordre par le gros klaxon d'un car qui arrivait à l'instant. Ah oui, c'est juste, on roule à gauche ici. Je n'ai pas tourné la tête du bon côté. Ici, on regarde à droite quand on traverse. Sous le coup de l'émotion, je poursuis ma route droit devant, toujours pris dans l'épaisseur du trafic. De nombreux Indiens marchent aussi dans les rues. Je veux descendre du trottoir pour laisser passer un groupe de femmes en sari multicolores.
Et ça recommence. Je me fais à nouveau rappeler à l'ordre. Cette fois-ci par un vélo. Mais quelle histoire! Je suis à peine revenu sur le bord du caniveau qu'un Indien arrive par derrière et me dépasse à bicyclette. Il a 4 bidons de lait accrochés à son porte-bagages. Il a aussi 2 immenses sacs en paille remplis de provisions. Ils sont suspendus à son guidon, un à droite et un à gauche, pour tout tenir en équilibre. Je ne sais pas comment, et surtout pourquoi, il a réussi à glisser les pédales de son vélo entre ses pieds nus et ses sandales, comme dans un sandwich. Ses sandales frottent le goudron à chaque rotation du pédalier. Il arrive toutefois à éviter tous les trous dans la route. Tout cela avant de disparaître, au milieu du trafic, en téléphonant. Je continue jusqu'au bout de la rue. J'aperçois une grande tour sur la droite, un bel immeuble avec une architecture luxueuse. Entre les arbres, je distingue un immense bâtiment avec une coupole rouge-orange. Un truc exceptionnel. On dirait le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence. J'avance encore les yeux en l'air. Je réalise alors que le sol n'est pas très plat, car je trébuche plusieurs fois dans ma contemplation. En moins de 3 minutes, après un léger détour sur la droite, j'arrive sur une vaste place. Waouh! Quel spectacle! J'ai devant moi l'infini. La mer brille de partout sur un coucher de soleil orange profond. La lumière éclaire une grande arche de pierre en basalte jaune. C'est comme la porte principale d'un château. Tout y est, sauf le château. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est l'angle de vue. La position de la bâtisse avec la mer qui scintille. Les nuages et le ciel, noir, surplombent les derniers instants d'un coucher de soleil extraordinaire. Le soleil apparaît juste à l'horizon par une petite fenêtre. Il illumine tout. Tout brûle. Tout est en feu. Je tourne la tête. Juste à gauche de la grande tour se trouve un immense palace. C'est le Taj Mahal Palace. Le sol est recouvert de milliers de pavés rectangulaires. L'espace est bondé de monde, des gens partout. Dans cette atmosphère chaude et moite, le sol flambe aussi, comme l'astre de feu. Je marche sur la place. Je passe sous l'arche en observant chaque détail au-dessus. J'arrive au bord de la mer. C'est la porte de l'Inde de Mumbai et je viens de la traverser. J'admire le soleil qui disparaît en moins de 2 minutes. Je me retourne et je regarde encore. Quel monde ici! Quel endroit si particulier! Quelle ambiance aussi! Les gens sont rassemblés par groupes. Entre ces groupes qui se déplacent sans cesse, beaucoup de personnes gravitent solitairement. Je vois des photographes. J'avance un peu pour revenir sur l'intérieur, à droite de la place. Je longe le bord de l'eau. Elle n'est vraiment pas propre. Je continue encore et je m'arrête près du petit mur. Je me retourne à gauche et j'aperçois au-dessus du palace des milliers de pigeons. Ils survolent toute la place pendant une longue minute. Ils font une boucle par-dessus la mer et disparaissent immédiatement derrière la grande tour. Ils se sont confondus avec le ciel devenu très noir, car le soleil s'est évanoui. Plus aucune lumière nulle part. Toute l'ambiance féerique vient de se dissiper. Je me retourne à droite pour regarder les nombreux bateaux amarrés en face. L'étendue d'eau est immense. C'est la mer d'Arabie. Elle fait plus de 3 millions de kilomètres carrés avec une profondeur de plus de 4000 mètres. Je m'imagine au milieu. Je suis perdu dans ma rêverie. Mes cheveux se dressent soudain sur ma tête. J'ai froid et je ne me sens pas bien. Je réalise que quelqu'un me touche l'avant-bras gauche. Je me retourne. Une petite femme, une mendiante, se tient debout devant moi. Elle est visiblement très pauvre. Elle a de grands yeux sombres, des cheveux gris sous un châle rouge. Elle est vraiment très étrange. Elle a une sorte d'aura qui envahit tout. Son énergie, ou je ne sais pas quoi, fait au moins 3 fois sa taille. C'est un peu flippant. Elle commence à me parler en anglais en me disant « My friend ». Je ne vois pas d'un bon œil cette situation. Mes antennes intérieures s'agitent. Je me déplace plus loin, en me faufilant dans la foule. Je constate que l'ambiance n'est plus du tout la même sur la place. C'est la nuit qui arrive, mais dans tous les sens du terme. Il faut que je me remette en route. J'ai à peine le temps de réfléchir à la direction à prendre que la femme est à nouveau là, devant moi. Elle m'a suivi. Maintenant, elle me sourit. Il lui manque beaucoup de dents.
Elle veut encore me toucher le bras. Je recule d'un pas. Elle me dit d'une voix sombre. « Est-ce que tu préfères les filles ou les garçons ?» Je tourne les talons et je fous le camp. Je quitte la place très rapidement. Je remonte la rue, puis j'en prends une autre, perpendiculaire pour me rendre à l'hôtel. Je n'ai peut-être pas suivi la bonne direction. Cette nouvelle avenue me fait penser au film Mad Max. Elle aussi grouille de gens bizarres. Je marche dans la boue à chaque pas. Le trottoir longe un immeuble en travaux avec un échafaudage qui le recouvre. J'ai les paroles d'une amie qui résonnent dans ma tête alors qu'on se promenait un jour au centre d'Athènes. En Suisse, tu fais ce que tu veux, mais dans ce genre de pays, tu oublies. On ne passe pas sous un échafaudage. C'est beaucoup trop foireux. Je change de trottoir. J'ai la tête qui tourne. Je réalise que cela fait plus de 12 heures que je n'ai rien mangé. Il faut vraiment que je me pose. Je vois un restaurant juste en face de l'immeuble. Il s'appelle The Table. J'entre sans hésiter. Aussitôt à l'intérieur, alors que la porte se referme, l'air est frais et tout devient silencieux. La transition est merveilleuse. Un paradis. Tout est magnifique. J'ai l'impression de me retrouver dans une vinothèque en plein centre de Paris. La lumière est tamisée, des bougies brûlent sur les tables. Le mobilier est ultra moderne. Mais comment est-ce possible ? Dehors, c'est le chaos total. Je suis très bien accueilli par le sommelier. Je lui demande une place pour manger. Il me répond. « Nous sommes désolés, monsieur. Nous sommes complets. » Il hésite un instant, il me regarde. Il se reprend. « Si vous le désirez, j'ai peut-être une place de libre. Vous pourriez peut-être vous joindre à une table avec une personne seule. Seriez-vous intéressé ?» Je lui réponds un peu méfiant. « Oui, bien sûr, avec plaisir. » J'attends 2 minutes, pas plus, et je suis emmené au fond du restaurant. Un homme se trouve à une table. Le sommelier nous présente d'un geste de la main. Je m'approche. Il se lève et me salue en me disant « Je m'appelle Manel, je suis espagnol. » Je lui réponds avec enthousiasme. « Enchanté, Manel. Je m'appelle Michael. Je suis suisse. » Il me scrute et me dit « Prenez place. » On commence à discuter. C'est agréable de rencontrer un occidental juste après ses dernières aventures. J'ai aussi l'impression que c'est la même chose pour lui. Manel se rend en Inde exactement comme moi pour un voyage d'affaires. Il doit établir un contrat d'importation pour toutes sortes d'articles de table. Des couverts, des serviettes, des bougies et tout ce qu'il faut pour garnir une table d'un restaurant ou d'un hôtel. Il est Key Account Manager pour une grande société en Espagne et cela fait plus de 10 ans qu'il assume cette fonction avec de multiples voyages à Mumbai. Mais quelle aubaine! Il me propose de prendre une bouteille de vin. J'accepte. Je veux absolument en savoir le plus possible sur ses activités. On commande à manger. La nourriture est excellente. On lève notre verre et on parle de tout. Pour quelles raisons on se trouve ici? Combien de temps on reste? Quels produits on recherche? On bavarde sur Mumbai, de la culture indienne, de la météo et de toutes sortes de sujets. J'en apprends beaucoup. Durant le dessert, Manel aborde la question de la négociation des contrats. Je l'écoute attentivement. Il me dit « Tu sais, les Indiens, en matière de négoce, ce sont les plus difficiles sur Terre. Ils sont imbattables, car ce sont les plus forts en mathématiques. Tu dois commencer par 2 choses. 1. Couper les chiffres. 2. Ne pas lâcher. Il faut négocier. Si tu arrives à diminuer de 20% leur première offre, tu es bon. Mais pour ça, tu dois frontalement leur imposer la moitié du prix et te battre, mais sans agressivité. Ça dure généralement une bonne heure. À la fin, tu es obligé de remonter, mais à 80% maximum. Tu dois rester fort, Michael. Ce n'est pas facile, mais il faut tenir. Tu sais, j'ai encore beaucoup de peine à le faire aujourd'hui. » On termine notre souper sur ce conseil et on se dit au revoir dans la rue. Je ne le reverrai certainement jamais. En reprenant le chemin de l'hôtel, je réalise que cette précieuse rencontre m'a permis de mieux comprendre l'objectif à atteindre. Cela ne va pas être simple, cette histoire. L'amitié, c'est vraiment la halte la plus douce de la vie. Mais maintenant, il faut que je fasse attention, car je suis dans un univers que je ne connais pas, et il fait nuit noire. Je ne sais plus trop où est l'hôtel, et j'ai bu 3 verres de vin. Le ciel est tellement lourd, tout est humide et orageux. On dirait que les ténèbres sont sur le point d'exploser.
Je remonte la rue et je rejoins assez facilement le grand rond-point. En moins de 2 minutes, je suis dans ma chambre à l'hôtel. Je prends une douche. Ô bonheur, ô raison. Je saute dans le lit en bois. J'ai bien évidemment enlevé la première couverture et je ne garde que le drap. J'ai à peine posé ma tête sur l'oreiller que je me retrouve éjecté, debout dans la pièce complètement tétanisé. Un éclair a dû se fracasser sur l'immeuble. Je n'entends plus rien et j'ai les narines qui sentent la foudre. Ça y est, l'orage éclate. Je me dis que malgré ce choc céleste, ce sera bien. C'était vraiment devenu intenable. J'ai le cœur qui bat. Je me recouche et je plante ma tête dans le coussin. Il sent le moisi, un peu comme mon linge de bain si je l'ai oublié dans un sac pendant une semaine après la piscine. Mon cerveau se transforme en marmite à pression ou peut-être en crocodile. J'écoute le tonnerre en revivant tout dans mes pensées. Passer des contrats, négocier, moitié du prix, remonter, maximum 80%. Culture indienne, demain partir à Pune, trouver le taxi. Si j'ai le temps, visiter le musée, derrière le rond-point. J'entends encore mon parrain revenir dans ma tête. Il me rappelle une astuce supplémentaire. Il me l'avait donnée au téléphone avant que je prenne l'avion. Il m'a dit « Si tu vas signer des contrats là-bas, il faut absolument que tu apprennes à fumer. Les contrats, c'est quand on échange des cigarettes qu'on se met bien d'accord. Commence par des Marlboro, mais les rouges. Après, c'est bon, tu peux tout fumer. Enfin, presque. Il reste encore les angolaises. C'est vraiment le top. Ce sont les moins chères et les plus fortes. » Je m'endors. Sous mes paupières, des éclairs explosent dans la nuit.